Bon, bonjour à tous. Donc, nous allons reprendre le cours consacré cette année à la sénescence. Et vous vous souvenez que l'an dernier, nous avons, la semaine dernière, pardon, nous avons présenté un certain nombre de généralités sur la sénescence et en particulier insisté sur le rôle central de l'arrêt de cycle dans le déclenchement de ce phénomène. Arrêt du cycle cellulaire, donc qui est assuré par le contrôle de kinases qui assure la phosphorylation de RB et le contrôle de 2F. Et puis nous avons ensuite commencé un examen de quelques-unes des formes de sénescence, les formes les plus classiques, au moins les formes historiques, et en particulier de la sénescence réplicative, donc ce mécanisme grâce auquel des cellules primaires vont, au bout d'un certain nombre de divisions, s'arrêter en sénescence. Et cet arrêt de sénescence est lié en fait à un raccourcissement des télomères. Raccourcissement des télomères, donc, ça ne marche pas très bien ça. Bon, écoutez. Raccourcissement des télomères, donc qui est symbolisé sur la partie gauche de ce schéma, dans lequel, à l'issue de réplication incomplète de ces télomères, il y a un raccourcissement progressif de ces répétitions télomériques jusqu'à arriver à un stade où l'architecture très particulière de ces télomères que je vous avais présentée dans le cours précédent ne sera plus possible, et donc l'extrémité de ce télomère va apparaître comme une extrémité libre, et donc potentiellement reconnue par la cellule comme une cassure d'ADN, et induire donc une réponse de type DNA damage, par laquelle on va avoir une activation de P53, une activation de P21, et la cascade habituelle de lésion de l'ADN. Et puis nous avions également mentionné, c'est ce qui vous est symbolisé dans la partie droite de ce schéma, l'existence, cette fois-ci, de dommages à l'ADN. Dommages à l'ADN. Ah, merci monsieur. Ah, c'est beaucoup mieux, merci. Dommages à l'ADN, donc, qui vous sont représentés ici et là, acquis par exemple lors du vieillissement physiologique ou également acquis en réponse à des traitements, et en particulier à des traitements anticancéreux. Et je vous avais donc expliqué que ces extrémités télomériques, du fait de leur architecture particulière, ne pouvaient pas être réparées efficacement par les mécanismes usuels de réparation des lésions de l'ADN, et que donc ces extrémités télomériques avec des lésions acquises dans la structure de l'ADN allaient induire une signalisation, là encore, de DNA damage response suivie de l'activation de P21. Et donc, nous avions vu que cette situation pouvait être rencontrée dans le vieillissement physiologique chez l'animal, où c'est bien documenté. Ça a également été documenté chez certains patients en réponse à des traitements, et très longtemps après des traitements antimitotiques ou des traitements anticancéreux. Alors, comment est-ce que ces télomères peuvent être réparés? Eh bien, ils vont être réparés grâce à une enzyme, la TERT, qui est une enzyme qui appartient à la famille des reverse transcriptases, qui partage d'ailleurs avec ces enzymes l'utilisation d'un brin d'ARN qui va mimer les répétitions télomériques, s'hybrider à ces répétitions télomériques et permettre l'extension donc de ces télomères, permettre un rallongement des télomères. Et cette activité télomérase, elle va être présente dans les cellules germinales, elle va également être présente dans un certain nombre de cellules souches. Et dans ces cellules souches, donc, on va pouvoir avoir un maintien de la longueur des télomères, assurant donc un vieillissement harmonieux. Et je vous avais signalé que des souris dépourvues de cette enzyme, des souris TERT-, ont été obtenues il y a une dizaine d'années, et que ces souris qui présentent spontanément des télomères extrêmement longs, en fait, n'ont présenté de phénotype qu'après plusieurs générations, parce qu'en fait, il fallait plusieurs générations de mitose incomplète pour arriver à user ces télomères, et c'est seulement à ce moment-là, au bout de plusieurs générations, qu'on a vu apparaître un phénotype de vieillissement tout à fait caractérisé, traduisant donc l'usure prématurée de ces télomères dans les cellules souches, avec le vieillissement qui en résulte. Et dans certains modèles, qui sont des modèles extrêmement particuliers,
particulier chez des souris résistantes au cancer, en particulier des souris surexprimant un certain nombre de gènes d'anti-oncogènes comme P53 ou ARF, alors la surexpression de l'enzyme TERT va pouvoir prolonger la vie. Et donc ceci prouve qu'au moins dans ces modèles, il y a un rôle du raccourcissement physiologique du raccourcissement télomérique, sur le processus du vieillissement physiologique. Alors, il existe toute une série de maladies qu'on appelle des téloméropathies, qui sont des maladies génétiques, dans lesquelles des protéines qui vont au fond jouer sur la stabilité ou l'assemblage ou la fonction de ce complexe sont mutés, et les phénotypes que l'on va obtenir sont assez reproductibles, d'ailleurs assez évocateurs, avec en particulier une perte de la moelle osseuse, la moelle hématopoïétique, une apparition d'aplasie progressivement avec l'âge, et apparition également d'anomalies des ongles, des cheveux, qui sont également assez caractéristiques de ces maladies. Alors, ça, c'est ce qu'on connaît et qui est bien établi. Il y a des choses qu'on comprend, qu'on connaît aussi, mais qu'on comprend moins bien. Et en particulier, il a été démontré de manière assez claire que la perte de cette enzyme TERT a une influence sur certains tissus qui pourtant ne sont pas des tissus prolifératifs, comme par exemple le muscle. Et ceci nous amène à penser qu'il existe d'autres fonctions de cette enzyme TERT que la simple fonction d'allonger les télomères, et en particulier, il y a eu des propositions qui sont actuellement en cours d'étude d'un rôle direct de TERT sur la mitochondrie et sur le fonctionnement de la mitochondrie. Il y a également un rôle qui est encore mal compris des réactifs dérivés de l'oxygène, de ce qu'on appelle les ROS, qui sont entre autres des sous-produits d'un métabolisme imparfait qui vont par exemple apparaître lors de défauts de la mitochondrie, de défauts de fonctionnels ou de défauts de structure de la mitochondrie. Eh bien, ces réactifs dérivés de l'oxygène vont avoir un impact sur la longueur et la signalisation télomérique, et ça pourrait être éventuellement un des mécanismes par lesquels la perte de TERT joue sur la mitochondrie. Alors, pour finir sur cette télomère, eh bien, il existe des travaux qui sont en particulier fondés sur l'existence de variants chez l'homme qui touchent ces gènes qui vont contrôler les télomères, où on peut avoir des populations avec des télomères soit plus courts, soit des télomères plus longs. Alors, une des raisons pour lesquelles on peut avoir des télomères plus longs, c'est par exemple que l'on exprime beaucoup plus l'enzyme TERT, et il y a des polymorphismes en fait, qui ont été décrits dans la population humaine dans lesquels la TERT est plus fortement exprimée. Il y a également des mutations, c'est ce qui vous est représenté ici, des mutations qui vont augmenter l'accessibilité du télomère à la TERT, et donc la TERT va pouvoir rallonger plus facilement les télomères. Et donc, dans ces modèles animaux, chez ces patients, on va avoir des télomères qui sont plus longs. Et très schématiquement, et sans rentrer dans les détails, les télomères courts prédisposent au vieillissement accéléré, et les télomères longs, eux, prédisposent au cancer. Et donc, il y a un équilibre, finalement, qui a pu être mis en évidence entre la capacité à résister au vieillissement et l'incapacité à résister fortement au cancer, et ceci donc a été lié à cette longueur des télomères. Alors, le vieillissement a été en particulier associé et étudié dans le cadre d'insuffisance pulmonaire, d'emphysème qu'on trouve chez des fumeurs, et qui a été donc cet emphysème augmenté a été rattaché à des défauts des cellules souches pulmonaires liés au raccourcissement des télomères. Et donc, de manière assez intéressante, c'est ce qui vous est représenté ici, mais c'est que cette capacité à avoir des télomères longs ou des télomères courts a été très fortement associée à des polymorphismes existants dans la population humaine et qui sont connus pour prédisposer au mélanome. Et donc, il a été réalisé également des travaux tout à fait récents, vous voyez, qui ont été publiés cette année, en créant des modèles animaux complexes dans lesquels on va avoir combiner des oncogènes puissants, comme par exemple
l'oncogène MYC ou d'autres oncogènes prédisposant au mélanome, eh bien, quand on est dans une situation où on a des télomères courts et on va donc favoriser la sénescence, favoriser la disparition de ces cellules, vous voyez que l'incidence des tumeurs existe, mais elle n'est pas complète. Et par contre, si on a des télomères longs ou si on a une expression de la télomérase, eh bien, on va avoir une incidence forte de ces cancers, traduisant donc le fait que la sénescence a une activité anticancéreuse intrinsèque et que dans ce cas-là, la longueur des télomères va être un facteur qui contrôle l'induction de cette sénescence. Donc, long télomère, c'est ce qui vous est représenté ici. Quand on a des longs télomères, on ne va pas avoir de sénescence rapide et donc on va favoriser le développement des tumeurs, alors que le raccourcissement télomérique, lui, va être un mécanisme anticancéreux dans ces modèles artificiels. Alors, se pose immédiatement la question de savoir ce qui se passe dans des modèles de cancer où là, par définition, les cellules sont immortelles. Donc, comment est-ce que les cellules cancéreuses vont gérer ce problème de la réparation télomérique? Eh bien, la méthode la plus simple pour gérer ces télomères, c'est de réexprimer la télomérase. Et effectivement, un très grand nombre de cancers vont se mettre à réexprimer ou à exprimer beaucoup plus fortement cette enzyme, ce qui va permettre donc, cette enzyme qui est par ailleurs extrêmement limitante dans sa quantité, la simple réexpression va permettre de réparer ces télomères. Et puis il y a également des mutations dans le promoteur de la télomérase qui ont été décrites. Ces mutations peuvent être soit acquises, soit germinales, et on est dans ces cas-là dans un contexte de prédisposition à certains cancers, et en particulier de prédisposition au mélanome. Et ces mutations activatrices vont conduire à une expression basale sensiblement augmentée de cette enzyme. Et puisque je vous ai dit que cette enzyme était limitante, on va avoir une reconstruction progressive et plus efficace des télomères. Alors, il a été proposé, on n'en parlera pas dans ce cours, que du coup, l'inhibition de la télomérase puisse avoir des effets anticancéreux, puisqu'en fait, donc, les cellules cancéreuses vont être dépendantes de cette enzyme pour maintenir la longueur de leur télomère, avec, comme vous pouvez l'imaginer, des problèmes évidents de toxicité sur les cellules souches normales, puisque je vous ai dit que ce mécanisme était également partagé par les cellules souches normales. Et enfin, dans les questions qui sont ouvertes, on sait que la réexpression de la télomérase va s'opposer à la sénescence d'une manière générale et pas seulement à la sénescence réplicative comme on aurait pu s'y attendre, ce qui suggère qu'il existe d'autres fonctions de cette enzyme, d'autres fonctions que de simplement reconstruire les télomères et qu'il y a une régulation en fait beaucoup plus globale de l'homéostasie cellulaire qui va être contrôlée par la télomérase. Alors, je vous ai dit qu'il peut y avoir réexpression de la télomérase. Il y a un autre mécanisme qui s'appelle ALT, pour Alternative Telomere Lengthening of Telomeres, et qui est un mécanisme dans lequel les cellules qui vont avoir recours à ce procédé, ce qui représente à peu près 10 à 15% des cellules cancéreuses, au moins des lignées cancéreuses, eh bien, ça va être par un mécanisme de reconstruction où un télomère court, au fond comme celui-ci, va utiliser un télomère long pour se reconstruire. Il va prendre donc cette télomère long comme matrice, de manière à pouvoir se reconstruire comme ça vous est représenté ici, avec un mécanisme qui ressemble beaucoup à celui de la recombinaison homologue, ou alors des phénomènes d'amplification en cercle. Et ceci va donc conduire, chez 10 à 15% des tumeurs, à un rallongement de ces télomères. Et de manière assez intéressante, ce mécanisme s'effectue dans un compartiment cellulaire particulier, qui est le compartiment marqué par une protéine dont on reparlera plus tard dans le cours, qui s'appelle PML. Et cette protéine PML, qui vous est représentée ici, avec des télomères, réalise des domaines dans le noyau, domaines dans lesquels ces télomères sont concentrés et dans lesquels la machinerie enzymatique qui va permettre leur allongement, qui va permettre cette copie d'un brin à partir de l'autre, va être concentrée pour faciliter le maintien de la longueur télomérique. Alors, ces phénomènes d'ALT, on les trouve plus particulièrement
dans des tumeurs mésenchymateuses, comme les sarcomes, également dans des tumeurs neuroépithéliales, pour des raisons qui ne sont pas bien comprises aujourd'hui. Assez souvent, également pour des raisons qui ne sont pas bien comprises aujourd'hui, ces tumeurs sont mutées pour P53, et ceci va conduire à une très grande hétérogénéité de la taille des télomères qui va varier de 3 à 50 kilobases, donc on va avoir un nombre de répétitions télomériques extrêmement variables. On peut même avoir des fragments extra-chromosomiques, donc en fait des extrémités télomériques qui sont détachées du reste du chromosome dans ce processus de réamplification. Et ceci définit un type de corps nucléaire particulier qui va être très enrichi dans un certain nombre d'enzymes de réparation de l'ADN et d'enzymes de conjugaison à SUMO. Alors des travaux que je ne vais pas détailler ont montré que l'accumulation de cette protéine commence sur les télomères les plus courts, et en fait les télomères les plus courts, en concentrant cette protéine PML, vont induire l'assemblage de ces corps par des interactions avec un peptide qui est un membre de la famille de l'ubiquitine, qui s'appelle SUMO, et qui est particulièrement fortement associé à la protéine PML et à beaucoup d'enzymes de réparation. Et donc un modèle qui a été proposé récemment est le suivant, dans lequel on a, vous voyez en noir, des segments sous-télomériques, en rouge, ces répétitions télomériques qui vont être enrichies dans un certain nombre d'enzymes de réparation de l'ADN, mais qui ont également une activité de conjugaison à ce peptide SUMO et qui vont recruter donc par ce peptide SUMO la protéine PML, d'autres protéines associées à PML comme SP100, et ce recrutement va permettre ensuite secondairement l'assemblage de ce domaine, assemblage donc d'une coque de PML qui représente ces domaines que vous avez vus dans le noyau dans la diapositive précédente, et à l'intérieur de cette coque, eh bien, l'ensemble des réactions permettant l'élongation de ces télomères va pouvoir se produire. On va avoir donc un rallongement des séquences télomériques, vous voyez, qui est représenté ici, et ensuite ces protéines PML vont en quelque sorte se dissoudre et être recrutées plus tard sur un autre domaine. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire sur ce premier modèle de sénescence, modèle historique, modèle de vieillissement cellulaire, dont on a pensé pendant longtemps, au fond, que c'était un artefact de culture cellulaire et que c'était, au fond, quelque chose qu'on ne voyait apparaître que parce qu'on était capable de cultiver dans des conditions tout à fait artificielles des cellules primaires pendant un certain nombre de passages, et que les relevances, au fond, à la physiologie étaient assez faibles. Et puis, à la fin des années 90, il y a eu un certain nombre de publications, dont certaines pour lesquelles je vais vous montrer des détails expérimentaux, dans lesquelles il a été montré qu'au fond, l'activation oncogénique, et l'activation oncogénique qui a été beaucoup étudiée, c'est la forme mutée de RAS, donc forme mutée de RAS qui fait une protéine constitutivement active qui va activer un certain nombre de cascades de kinases cytoplasmiques, et qui est un modèle absolument classique de transformation. Et on s'est aperçu, c'est un oncogène par ailleurs, la famille RAS est mutée dans la quasi-totalité des tumeurs du tractus gastro-intestinal, donc des mutations extrêmement fréquentes dans l'oncogénèse normale chez l'homme. Eh bien, on s'est aperçu que l'activation, l'expression forte au départ, puisque c'était par des transferts de gènes, des systèmes lentiviraux de surexpression de ces formes mutées de l'oncogène VRAS, eh bien, allait induire presque immédiatement une très forte sénescence cellulaire. Et il y a eu pas mal d'études ensuite qui ont montré qu'il y avait un rôle d'ékinase, bien sûr, et on va voir que au moins une partie de ce phénotype est inhibée par des inhibiteurs de kinase, mais aussi du stress oxydant également, secondairement, de régulation épigénétique, qui vont faire qu'au fond, cette cellule qui va être exposée à un oncogène très fort va ressentir cette exposition oncogénique comme un stress et va rentrer en sénescence pratiquement immédiatement.
Et ceci se fait avec les mécanismes assez classiques que nous avons vus dans le cours précédent, avec l'activation simultanée de la voie P53, l'inhibition de la voie RB et la surexpression du locus P16-ARF. Et ce qui est apparu, et je vous montrerai dans un instant les premières évidences expérimentales, c'est qu'au fond, cette sénescence en réponse à l'activation oncogénique, c'est un mécanisme absolument majeur de protection contre la transformation cellulaire in vivo. C'est donc un mécanisme fondamentalement anti-oncogénique, ce qui explique d'ailleurs que tous les acteurs de cette voie soient des oncogènes récessifs, soit des anti-oncogènes, et parmi les plus puissants qui soient connus. Et ceci explique également les mécanismes de coopération oncogénique, et en particulier si on transduit la forme activée de RAS avec une forme mutée de P53, l'expérience classique et historique de coopération entre oncogènes, on va avoir cette fois-ci, par inhibition de la sénescence, une transformation immédiate des cellules qui ont reçu ces deux gènes. Alors, papier de l'équipe de Scott Lowe, publié en 1999, donc il y a 20 ans, qui est un papier absolument classique. Je vous montre en particulier pour les étudiants quelques-unes de ces preuves expérimentales. Donc voilà des fibroblastes humains primaires pour lesquels on ne fait rien. Vous voyez qu'ils sont blancs. On exprime RAS ou on exprime une forme activée d'une des kinases en aval de RAS, des membres de la famille MEC. Vous voyez que les cellules deviennent intensément bleues, pratiquement à 100% en quelques jours. On va avoir en même temps une perte des marqueurs du cycle, comme la cycline A, une déphosphorylation de RB, du rétinoblastome, donc qui passe dans sa forme répressive maintenant, une activation extrêmement forte de P53, une activation extrêmement forte de P21, et vous le voyez également, une activation extrêmement forte de P16, l'inhibiteur direct de RB. Donc ça, c'est vraiment un modèle historique et il a été étendu après à de très nombreux autres systèmes biologiques, de très nombreux oncogènes, autres que RAS activés, vont avoir les mêmes effets et vont être capables d'induire cette sénescence qu'on a donc appelée sénescence en réponse à l'expression d'oncogènes activés. Alors, il y a eu beaucoup de variations sur ce thème, et en particulier, une des choses qui a été critiquée sur ce modèle, c'est que le niveau d'expression de la forme activée de RAS assuré par ce transfert rétroviral est très très supérieur à ce qui peut se passer avec la mutation d'un allèle normal. Donc on a une surstimulation oncogénique qui est extrêmement violente, et il a été impliqué le rôle encore une fois, des ROS, de l'hyperréplication, et l'hyperréplication entraînant, entre autres, par des erreurs de réplication, des anomalies de type réparation à l'ADN, de type DDR. Alors, au moins certaines phases de cette sénescence induite par l'oncogène peuvent être bloquées par des inhibiteurs de kinases, des kinases qui sont situées en aval de RAS, comme la famille MEC et la famille des MAP kinases. Et si on prend un inhibiteur pharmacologique de cette kinase, vous voyez qu'on est capable de bloquer l'apparition de ce marquage bleu dans des cellules qui sont transduites par ces formes activées de RAS. On est capable de restaurer la croissance cellulaire. Vous voyez par contre que cet inhibiteur de kinase n'est pas capable de bloquer la sénescence liée au raccourcissement télomérique. Cet inhibiteur de kinase n'est pas un inhibiteur général de la sénescence puisqu'il ne bloque pas la sénescence réplicative induite par la prolifération de ces différentes cellules. Alors, si on commence à faire maintenant un petit peu de génétique sur ce modèle, toujours sur ce papier historique, vous voyez que si on prend des fibroblastes normaux, on a un arrêt de cycle immédiat, les cellules s'arrêtent de pousser, les cellules n'incorporent plus de thymidine, ce qui est donc un marqueur de la réplication de l'ADN. Mais si par contre on se place dans un fond cellulaire pour lequel le gène P53 ou le gène P16 ont été génétiquement abrogés, eh bien vous voyez que cette fois-ci on va plus avoir d'induction de sénescence et la croissance, qui est ici en échelle logarithmique, continue à se faire
aussi bien d'ailleurs pour les séquences, les cellules P53 mutées, que pour les cellules ne présentant pas P16, donc qui continuent à pousser, elles continuent à incorporer de la thymidine triciée. Et par contre, ceci n'est pas lié à un défaut de la signalisation de ces kinases, puisque la MEC est toujours très fortement activée. Donc, ce sont les effecteurs d'aval de la sénescence, que sont P53 et P16, qui ont empêché l'induction de la sénescence. Et non seulement on empêche l'induction de la sénescence, mais en fait, on va directement transformer ces cellules, et ceci vous représente des expériences de croissance en méthylcellulose, de croissance dans des milieux semi-solides, qui est un des critères de transformation cellulaire ex vivo. Et vous voyez que si on est dans un fond génétique sauvage, eh bien, rien ne pousse, pas grand-chose. Par contre, si on est dans un fond génétique qui a perdu P53 ou qui a perdu P16, vous voyez apparaître des colonies. Et ces colonies, ce sont des cellules qui ont certaines caractéristiques maintenant de cellules cancéreuses, de cellules transformées. Donc ceci expliquant au fond que cette sénescence induite par l'oncogène, c'est un mécanisme absolument majeur de protection contre la transformation cellulaire et qui va être responsable, y compris dans des organismes entiers, ça a été montré ensuite, du contrôle de la transformation par ces oncogènes. Alors il y a un certain nombre de variantes qui ont été définies, on ne va pas rentrer dans les détails, mais dans certains systèmes, on a pu montrer que le fait de tamponner ces espèces réactives de l'oxygène avec un capteur de Ross qui s'appelle la N-acétylcystéine, eh bien, cette N-acétylcystéine va être capable de s'opposer, au moins en partie, à la sénescence induite par RAS. Et puis, ce gène PML dont on parlait à l'instant pour la réparation des télomères, il joue aussi un rôle dans cette réparation, dans cette induction de la sénescence par RAS. Et donc, ceci m'amène à vous parler de ce gène PML, donc, qui a la capacité de former ces coques. Vous voyez cette coque ici de PML, qui est capable de concentrer toute une série de protéines, non seulement pour favoriser des modifications de l'ADN, comme on l'a vu tout à l'heure dans le cas des ALT, mais également pour favoriser un certain nombre de modifications post-traductionnelles, et en particulier de modifications post-traductionnelles par SUMO ou par l'ubiquitine. Et l'intégrité de ces structures est nécessaire pour l'effet prosénescent de PML. Alors, PML et la formation de ces corps nucléaires que vous avez vu un instant sont très fortement induits pendant le déroulement de la sénescence. D'ailleurs, pour certaines études, c'est un très bon marqueur de sénescence. Je vous ai dit qu'on était dans le premier cours à la recherche de marqueurs efficaces, robustes, valables in vivo, et probablement l'expression de PML pourrait en être un. C'est par ailleurs un gène qui est sous le contrôle de deux gènes essentiels pour la sénescence, P53, on en a déjà parlé, mais également la signalisation interféron, qui est impliquée dans l'amplification des signaux de sénescence. On va voir ça à la fin de ce cours. Et enfin, pas l'expression, donc interféron et P53 vont réguler le niveau d'expression de la protéine PML à travers le contrôle de l'expression du gène. Mais PML est également une cible du stress oxydant, puisque c'est ce stress oxydant qui va contribuer à la polymérisation de PML pour créer ces coques qui créent ces cavités dans lesquelles ces modifications enzymatiques ont lieu. Et donc une découverte importante a été faite assez peu de temps finalement après la définition de cette sénescence induite par RAS au début des années 2000. Il a été montré que l'absence de PML bloque la sénescence induite par le gène RAS activé, faisant donc entrer PML au même niveau, au fond, que P53, que P16 ou que RB, comme un inducteur important de ce processus de sénescence, au moins un amplificateur. Et il existe des relations très étroites
et qui ne sont pas encore totalement comprises entre la signalisation P53 et la signalisation par également E2F et le complexe E2F-RB. Et donc c'est encore un champ d'étude pour un certain nombre de laboratoires de comprendre au fond comment est-ce que cet organisateur de domaine nucléaire va être responsable de la transduction efficace de ces signaux de sénescence. Alors par ailleurs, et je ne pense pas qu'on couvre ça cette année, mais on le couvrira peut-être une autre année, ce gène PML peut être une cible thérapeutique et on peut imaginer, il y a déjà dans la littérature un certain nombre d'illustrations de ceci, que l'interféron, je vous ai dit, peut contrôler le niveau d'expression de PML et ce niveau de contrôle d'expression de PML par l'interféron est peut-être un des mécanismes à travers lesquels l'interféron a des effets anticancéreux, au moins dans certains modèles qui sont actuellement à l'étude dans l'équipe. Et également, PML peut être ciblé par l'arsenic, qui, par la fixation directe à PML et également la polymérisation induite par le stress oxydant, va favoriser l'assemblage de ces corps nucléaires et pourrait donc accélérer ou précipiter l'induction de la sénescence. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des relations à la fois avec P53 et à la fois avec E2F. Ces relations, très honnêtement, ne sont pas encore très bien comprises. Elles ne sont pas très bien comprises parce qu'il y a trop de pistes à la fois. Une des choses qui a été vue par plusieurs équipes, dont la nôtre, c'est qu'en fait, à l'intérieur de cette coque de PML, on va concentrer la protéine P53 endogènes dans des cellules, et en particulier dans des cellules stressées ou dans des cellules qui sont proches de la sénescence. Et on va concentrer pas seulement P53, mais toute une famille de protéines qui sont des protéines connues pour modifier de manière post-traductionnelle la séquence de P53, donc des protéines qui vont être des kinases comme IPK2, qui vont être des protéines impliquées dans l'ubiquitination et donc la dégradation de P53, dans sa conjugaison par SUMO. Quasiment toutes les protéines, et elles sont assez nombreuses, connues pour modifier l'activité de P53, vont à un moment donné se retrouver dans ces corps nucléaires PML, ce qui a conduit un certain nombre d'équipes à proposer au fond que ces corps nucléaires PML sont des usines à modification post-traductionnelle, en particulier de P53, induites par le stress et en particulier par le stress oxydant, qui vont permettre au fond la formation d'une forme active de P53, et que c'est cette forme active, modifiée par acétylation, modifiée par phosphorylation, capable de se fixer à l'ADN, qui va sortir et aller ensuite se fixer sur la chromatine et se fixer sur des gènes cibles pour activer leur expression. Et une des choses qui est cohérente avec ce modèle, c'est l'observation que cette protéine PML est nécessaire à la régulation de l'activité P53 par le stress oxydant et dans des tissus normaux, directement in vivo chez l'animal. Et donc, si on considère des souris dépourvues de cette protéine PML, eh bien, la régulation de la réponse au stress oxydant, dont on sait qu'elle passe en partie par la protéine P53, n'est plus normale. Alors, la question qui se pose, et qui est encore une fois une question totalement ouverte et sur laquelle le laboratoire travaille, c'est de savoir de tous ces régulateurs, est-ce que certains sont plus importants que d'autres, ou est-ce que tous sont nécessaires? Est-ce qu'au fond, PML est une protéine qu'on appellerait d'échafaudage, qui va permettre de regrouper tous ces régulateurs au bon endroit, au bon moment, pour que tous puissent assurer leur fonction enzymatique dans des conditions optimales d'efficacité? Donc ça, c'est ce qu'on connaît sur P53, et vous voyez donc qu'il y a encore pas mal de questions mécanistiques. En ce qui concerne la sénescence, eh bien, on sait que certains variants d'E2F vont être recrutés, en particulier E2F3, c'est une publication encore une fois d'une équipe canadienne, qui montre que quand on va surexprimer des formes activées
de RAS, eh bien, on va avoir une colocalisation de variants de 2F, donc gènes régulant l'expression de gènes impliqués dans le contrôle du cycle cellulaire qui vont se retrouver colocalisés dans ces corps nucléaires. Et donc ça, c'est ce qu'on voit dans un modèle relativement artificiel, hein, puisque c'est de la surexpression de RAS. Si maintenant on prend des modèles un peu plus naturels, comme par exemple le traitement à l'interféron, eh bien, vous voyez qu'on a exactement la même chose. On va avoir un recrutement de ce facteur de transcription E2F3 qui se trouve localisé dans les corps nucléaires. Alors la question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'il y fait? Est-ce qu'il va y être activé? Est-ce qu'il va y être désactivé? Ce qui serait plus logique? Est-ce qu'il va être séquestré? Et aujourd'hui, on ne le sait pas très bien. Mais la même chose a été montrée, là aussi, dans des systèmes artificiels de surexpression, cette fois-ci surexpression de PML, par la protéine RB elle-même, qui va se trouver également concentrée dans ces domaines, ainsi que E2F1. Donc, on va avoir un recrutement de RB et de E2F. Donc vous rappelez que l'un est le facteur de transcription activateur, l'autre est le facteur régulateur qui va inhiber son activité, qui vont se retrouver concentrés dans les corps nucléaires. Et si l'on étudie l'effet d'un oncogène viral majeur, comme la protéine E7 de l'adénovirus, qui est une protéine bien connue pour être capable d'induire la transformation cellulaire et qui est une protéine bien connue pour interférer justement avec ce complexe RB-E2F, en particulier en séquestrant la protéine RB, eh bien, vous voyez qu'à ce moment-là, on a une désorganisation de ces corps nucléaires et on n'a plus de colocalisation particulièrement nette entre RB et la protéine PML. Donc, dernier élément, toujours ces mêmes travaux ont montré qu'il pouvait y avoir un complexe qu'on pouvait co-immunoprécipiter entre la protéine PML et la protéine RB. Donc, c'est ce qu'on voit ici et qui vous dit donc qu'à un moment donné, au moins, ces protéines vont être en contact l'une avec l'autre, ce qui ne vous dit pas si ce contact est un contact activateur ou un contact inhibiteur. Et puis par des expériences d'immunoprécipitation de chromatine sur un certain nombre de gènes cibles bien connus de cette protéine E2F1, eh bien, on voit qu'on arrive non seulement à faire une immunoprécipitation d'E2F1, mais également de PML, suggérant donc, encore une fois, qu'à un moment donné, on va avoir un complexe entre PML, RB et E2F. Et ce que ces auteurs ont proposé, c'est qu'au fond, les corps PML puissent, par le recrutement de la protéine RB et du facteur de transcription E2F1, finalement créer un environnement répresseur, un environnement dans lequel les gènes du cycle vont être neutralisés, ce qui va participer à l'extinction de ce cycle cellulaire dont nous avons parlé dans le cours précédent. Et voici le modèle qu'il propose. Alors, ce sont encore des travaux qui sont en cours. Et ce modèle qui est proposé n'a pas encore été formellement démontré, ce qui veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur la sénescence oncogénique, qui a été le deuxième grand modèle historique de sénescence. Le troisième volet que je voudrais aborder avec vous, c'est le rôle de la sénescence dans le développement. Donc, vous voyez que pour l'instant, la sénescence est surtout vue comme un mécanisme de réaction à des stress que sont le vieillissement extrême, que sont l'expression oncogénique. Et donc, ça a été une relative surprise, et donc, vous voyez, c'est une revue assez récente qui a été publiée sur la question, qu'au fond, dans le développement normal, dans le développement embryonnaire normal, il y a également un certain nombre de zones qui vont devenir sénescentes, avec en particulier l'expression des deux grands marqueurs dont nous avons parlé, que sont la bêta-galactosidase et l'expression de P21.
Et donc, chez de très nombreuses espèces que vous voyez représentées ici, il va y avoir des zones qui vont devenir sénescentes. Et il semble que cette sénescence joue un rôle dans le développement embryonnaire normal. Alors, ceci est bien sûr à mettre en parallèle avec ce que l'on connaît du rôle, par exemple, de l'apoptose dans le développement, qui est déjà bien connu depuis une vingtaine d'années. Et on sait qu'un certain nombre d'opérations d'acquisition de la forme dans le développement va faire appel à des mécanismes de mort cellulaire qui sont très programmés, qui sont complètement normales, et que c'est cette mort cellulaire qui va par exemple sculpter les espaces interdigitaux. Ça c'est le grand modèle classique, dans lequel dans le développement embryonnaire, les espaces interdigitaux vont mourir par un mécanisme de sénescence, d'apoptose, et vont permettre donc de créer les doigts. Eh bien, des phénomènes relativement identiques existent pour la sénescence, avec des mécanismes donc, qui sont ces mécanismes de la sénescence et pas ceux de l'apoptose. C'est donc un programme normal qui est spécifique au sein du développement, qui est bien caractérisé. On va voir quelques exemples. Et la meilleure preuve que ce mécanisme est important, c'est que si on interfère avec cette signalisation, eh bien, on va avoir des défauts de développement, ce qui montre donc que c'est un mécanisme qui est actif et qui est nécessaire physiologiquement à un développement harmonieux. Alors, de manière assez intéressante, cette sénescence liée au développement ne fait pas appel aux mécanismes les plus classiques. En particulier, elle ne fait pas appel à P53, elle ne fait pas appel à un DNA damage response, mais par contre, elle fait appel à un autre effecteur qui est un peptide qui s'appelle le TGF-bêta. Et ce TGF-bêta va induire deux inhibiteurs des CDK dont nous avons déjà parlé, P21 et également protéine assez proche qui est P15. Et donc, cette sénescence, et ça va servir de transition avec ce que je veux vous dire dans la suite du cours sur cette signalisation par des facteurs solubles, ce qu'on appelle le SASP, c'est qu'au fond, cette disparition des cellules, on pourrait avoir la même avec des mécanismes apoptotiques. Donc s'il ne suffisait que de supprimer au fond des cellules, on pourrait faire tout à fait la même chose avec de l'apoptose. Et ce qui est remarquable dans ces modèles, c'est que l'induction de la sénescence va conduire à une reprogrammation des cellules voisines par un mécanisme, une activité en transe, avec en particulier des signaux qui peuvent être des signaux membranaires ou des signaux de protéines sécrétées. Et donc, dans cette sénescence induite au cours du développement, on va avoir des effecteurs qui, à la fin, vont être P21 et P15 également, mais faisant appel à une signalisation d'amont qui ne sera pas la signalisation classique impliquant P53. Alors, quelques exemples, là aussi, tirés d'une publication tout à fait récente. Alors, c'est des choses assez spécialisées, on ne va pas rentrer dans les détails, mais dans la morphogénèse de l'oreille interne, eh bien, on va avoir une zone très précise, que vous voyez bien ici, où on a un double marquage dans cette ébauche de l'oreille interne avec une zone qui va être marquée par la SA bêta-gale, donc une zone de sénescence, et à côté une zone en prolifération rapide. Et vous voyez également que si on fait du tunnel, qui va donc permettre, lui, de marquer des cellules qui vont mourir, des cellules qui sont en apoptose, eh bien, vous voyez qu'on a juste à côté, mais pas au même endroit, des marquages de cellules par le tunnel. Donc, dans ce processus morphogénétique, eh bien, on va avoir un groupe de cellules qui se divise activement, et puis deux groupes de cellules, l'un qui va rentrer en apoptose, qui va mourir, et juste à côté, un autre qui va rentrer en sénescence, donc qui va disparaître, mais qui, avant de disparaître, va libérer un certain nombre de médiateurs et de signaux chimiques. Et si l'on regarde
maintenant l'intervention thérapeutique, soit en surexprimant, en exposant ces ébauches embryonnaires à du TGF-bêta recombinant, soit en utilisant des inhibiteurs chimiques de la signalisation TGF-bêta, eh bien, on va avoir des effets en miroir. Vous voyez que si on expose ces ébauches embryonnaires à du TGF-bêta, on va avoir de la sénescence un peu partout, et pas seulement sur cette zone extrêmement localisée. Et inversement, si on bloque la signalisation, on va avoir cette fois-ci disparition du patron de formation de cette sénescence. Et on peut, avec l'utilisation d'inhibiteurs qui vont favoriser l'élimination des cellules sénescentes, eh bien, vous voyez qu'en favorisant l'élimination des cellules sénescentes, on n'en a plus. Et inversement, si on prend des inhibiteurs chimiques du complexe CDK4, CDK6, eh bien, on va avoir de la sénescence un peu partout, et pas seulement dans cette région qui va devenir ensuite un orifice. Donc tout ça pour vous dire qu'il existe également une sénescence normale, au fond, qui est probablement celle d'origine, qui a lieu dans le développement embryonnaire normal et qui va assurer des fonctions importantes pour la morphogénèse d'un certain nombre d'organes ou de tissus. Donc, on a parlé de la sénescence réplicative, et donc du problème des télomères, de la sénescence oncogénique avec le modèle du RAS activé. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et puis il y a une assez grande diversité des autres modèles de sénescence. Alors un autre dont on parlera en particulier dans les derniers cours consacrés au cancer, c'est la sénescence induite par les dommages à l'ADN. Donc la sénescence qui se produit en réponse aux cassures de l'ADN, aux cassures de la molécule d'ADN, des sénescences qui sont induites par le stress oxydant et par des changements du métabolisme. Un exemple particulier sur lequel on reviendra de signalisation DDR, c'est certaines formes de chimiothérapie anticancéreuse, des interférences avec la mitochondrie et également des interférences avec la programmation épigénétique. Il y a un certain nombre d'agents modificateurs de l'épigénétique, et en particulier d'agents qui sont utilisés dans le traitement des cancers, qui vont induire différentes formes de sénescence. Et puis, on va parler maintenant de ce qu'on appelle la sénescence paracrine, c'est-à-dire une sénescence qui va être induite par des médiateurs solubles, comme on l'a vu tout à l'heure avec le TGF-bêta, mais il y en a des tas d'autres, et qui va faire que cette réaction de sénescence, elles vont se propager de proche en proche, à partir d'une cellule sénescente dans un tissu qui va envahir les modèles voisins. Et les mécanismes, eh bien, ils sont assez largement conservés, même s'il y a des variantes, et à la fin, on se retrouve toujours quand même avec le couple P21RB, mais ce couple P21RB pouvant être impliqué pouvant être activé, avec un certain nombre de voies différentes. Donc, diversité des sénescences, ça veut dire aussi diversité des marqueurs. Et je vous ai dit dans le cours introductif qu'une des grandes difficultés qu'on avait avec la sénescence, c'est qu'il n'y a pas le marqueur simple, le marqueur universel qui marche à tous les coups, qui marche ex vivo, qui marche in vivo. Et dans tous ces signes de la sénescence, qui vont des modifications de la chromatine, l'arrêt du cycle cellulaire, le marquage des lysosomes par la bêta-gale, l'autophagie dont on n'a pas parlé, le stress du réticulum endoplasmique, le DDR, l'expression de P16, eh bien, tous ces différents marqueurs vont pouvoir être présents, mais pas toujours tous ensemble, suivant le modèle auquel on s'attache, suivant qu'on a de l'activation oncogénique in vivo ou ex vivo, suivant qu'on a l'inactivation d'oncogènes déjà existants, l'attrition télomérique. Et c'est une des choses qui a rendu ces études difficiles, et en particulier dans un contexte d'études in vivo, c'est que justement les marqueurs ne sont pas toujours les mêmes, et souvent pour une forme de sénescence, on va avoir 2 ou 3 au mieux de ces marqueurs, mais assez rarement tous à la fois. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur cette
grande introduction à la sénescence. Et donc le deuxième sujet que je voudrais traiter avec vous aujourd'hui, c'est celui de cette signalisation. Et encore une fois, la différence fondamentale entre l'apoptose et la sénescence, c'est que l'apoptose, c'est une cellule qui disparaît sans laisser de traces, alors que la cellule sénescente ne disparaît pas tout de suite, parfois elle ne disparaît pas du tout, et entre-temps, elle va laisser des traces. Et ces traces, elles vont être permises par l'existence de synthèses protéiques encore très actives et l'existence de cette signalisation paracrine par l'expression et la sécrétion d'un certain nombre de molécules qui vont transmettre des signaux qui sont là encore divers, à proximité ou à distance. Et ceci va être responsable de... Certains de ces signaux vont directement induire de la sénescence dans des cellules voisines, qui sont par ailleurs en bon état. Et donc on va avoir une amplification de proximité qui, dans certains cas, peut être majeure. Et il peut y avoir également des effets généraux sur l'organisme. Et on verra là aussi des exemples, en particulier dans la réponse à certaines formes de chimiothérapie anticancéreuse. Et puis, juste pour mémoire, pour vous préparer au dernier cours, c'est que dans les cancers, et dans la plupart des cancers, en particulier dans les tumeurs solides, dans lesquelles il va y avoir un mélange de cellules qu'on appelle stromales, qui sont des cellules infiltrantes, des fibroblastes, des cellules immunitaires, et dans une très grande diversité, eh bien, on a mis en évidence récemment des effets réciproques au sein du stroma, les cellules cancéreuses rentrant en sénescence, cette sénescence conduisant à l'émission de facteurs solubles qui vont eux-mêmes faire rentrer le stroma lui aussi en sénescence, et ces signaux du stroma vont libérer à ce moment-là des facteurs de croissance qui vont permettre la prolifération de la tumeur. Alors ces signaux, qu'on appelle donc SASP pour Senescence Associated Secretory Phenotype, donc à partir de maintenant SASP, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des signaux de stress essentiellement. Donc, dans ces signaux de stress, il y a un certain nombre d'interleukines, donc des peptides qui vont être sécrétés et qui vont agir à distance. Il y a des chémokines, comme l'IL6 ou l'IL8, qui sont des grands marqueurs d'inflammation. Il y a un certain nombre de facteurs de croissance. Et donc, ces facteurs de croissance vont évidemment avoir un effet paradoxal, puisqu'on a une cellule qui s'arrête de pousser, mais elle s'arrête de pousser, elle se met à sécréter des facteurs de croissance. Et donc, on va voir que dans certains cas, ça va permettre secondairement une reprise de la prolifération. Il y a des protéases. Et ces protéases vont avoir un rôle important dans la dissémination, et en particulier la dissémination métastatique des tumeurs. Et puis, il y a des facteurs angiogéniques, comme le VEGF en particulier, qui vont conduire à une survascularisation des régions qui sont proches des zones sénescentes. Et donc, cette signalisation SASP, elle a un rôle considérable d'amplification. Et si on part d'une cellule princeps, une cellule primaire qui va recevoir un certain nombre de signaux qui vont la mettre en sénescence, prenons par exemple une forte mutation oncogénique, comme une expression d'un RAS activé, on va avoir un certain nombre de cascades qui vont se mettre en route. On a parlé bien sûr de P53, P21 et du couple P16RB. On va passer à un état de sénescence. Et cet état de sénescence va secondairement induire la sécrétion donc, de ces facteurs avec une cascade IL1 et IL6 d'un côté, induction par les ROS de dysfonctionnement des mitochondries de DNA damage qui va induire à ce moment-là secondairement l'activation d'une cascade importante de l'inflammation qui s'appelle NF-κB, la sécrétion de TGF-bêta, et on va donc être capable, par ces facteurs solubles, d'induire de la sénescence dans des cellules voisines et donc de propager cette information de stress par ces médiateurs solubles.
Et donc, au fond, à l'échelle de l'organisme, et c'est là évidemment où les premières expériences faites sur la sénescence réplicative en passant des fibroblastes jusqu'à ce que leurs télomères disparaissent n'avaient pas beaucoup de sens, mais c'est que le plus important, ce n'est peut-être pas ce qui arrive à la cellule sénescente, le plus important, c'est peut-être ce qui va se passer à côté, ce qui va se passer à distance, donc ces mécanismes en transe qui vont passer par ces facteurs solubles. Alors, les mécanismes sont multiples, on va en voir quelques-uns, mais on peut avoir essentiellement des signalisations par contact, simplement par transmission de médiateurs à travers des jonctions intracellulaires, c'est en particulier ce qui va se passer avec des nucléotides modifiés, par contact avec des protéines membranaires qui vont donc être capables d'allumer une signalisation dans les cellules voisines, ou encore par sécrétion de facteurs solubles qui vont, eux, diffuser dans la circulation et être responsables d'effets à distance, d'effets généraux qui vont modifier toute la physiologie de l'organisme. Et donc, cette sécrétion de SASP va avoir l'ensemble de ces rôles, bien sûr un mécanisme autocrine où cette sécrétion de ces facteurs va agir directement sur le groupe de cellules qui était déjà sénescent pour maintenir et rendre au fond l'arrêt de cycle totalement irréversible dans cette image progressive d'acquisition de l'extinction du cycle qu'on a vu la dernière fois, qui va pouvoir également agir sur des cellules à proximité par cet effet paracrine et donc induire cette fois-ci de la sénescence de cellules qui n'étaient pas stressées au départ, mais simplement qui vont être stressées par ces facteurs. Ceci va conduire également à un remodelage tissulaire. Et on sait maintenant qu'un certain nombre de défauts de cicatrisation, en particulier ce qu'on appelle des cicatrices kéloïdes par exemple, vont être liés à des défauts de sénescence. Et puis, une facette dont on parlera à la fin de ce cours, eh bien, ça va être le recrutement par ces médiateurs chimiques d'un certain nombre de cellules du système immunitaire. Et ces cellules du système immunitaire vont, dans certains cas, être capables de supprimer, de détruire ces cellules sénescentes et donc de supprimer l'origine de cette signalisation. Alors, physiologiquement, diapositive que j'ai déjà montrée dans le cours précédent, eh bien, il y a des rapports extrêmement clairs, extrêmement forts entre cette signalisation SASP et les manifestations classiques du vieillissement qui vous sont représentées ici. Et toutes ces manifestations classiques du vieillissement vont être au moins accélérées par ces phénomènes de sécrétion de médiateurs chimiques. Et c'est ce qui fait toute la difficulté de l'interprétation de ces mécanismes au niveau de l'organisme, c'est qu'il va y avoir du yin et du yang, des bons côtés et des mauvais côtés, aussi bien de la sénescence de cellules primaires que des effets de la sécrétion du SASP. Alors, un des aspects que nous avons déjà traité, c'est l'aspect de suppression des tumeurs. Donc ça, c'est ce que nous venons de voir. Activation de RAS, sénescence directe, suppression ensuite de ces cellules sénescentes et donc suppression de la mutation. Toujours dans les bons effets, on va avoir une destruction des cellules au niveau des cicatrices qui vont empêcher la fibrose et empêcher l'accumulation de résidus cicatriciels. On a déjà parlé du développement. On va parler tout à l'heure des phénomènes de cicatrisation et de manière tout à fait claire, des phénomènes de cicatrisation dans un organisme normal sont très largement dépendant de cette signalisation SASP qui va permettre donc de recruter un certain nombre de cellules et également de donner des facteurs qui vont permettre l'accélération de cette cicatrisation. Et puis, il va y avoir aussi le recrutement des cellules immunes et ces cellules immunes vont donc participer par l'élimination des cellules sénescentes et d'autres aux activités de suppression de tumeurs, aux activités de prévention de la fibrose. Donc ça, c'est tout le bon côté, mais il y a aussi évidemment un mauvais côté. La sénescence, quand elle va toucher des cellules souches, eh bien, elle va participer au défaut de réparation des tissus.
et par là même participer au processus de vieillissement. Et puis, ces facteurs de SASP vont avoir toute une série de conséquences qui peuvent être néfastes au niveau de l'organisme. Par exemple, induire de l'inflammation chronique, induire de l'angiogénèse, induire de la prolifération, en particulier par l'expression et la sécrétion de facteurs de croissance dont nous avons déjà parlé. Ils vont également participer à la motilité des cellules. Ils vont permettre, entre autres par la sécrétion des protéases, la mobilité d'un certain nombre de cellules, ce qui peut être favorable quand on s'intéresse à des cellules immunes, mais ce qui peut être défavorable quand on s'intéresse à des cellules cancéreuses. Et donc une des découvertes récentes, et on en parlera largement dans le dernier cours, c'est qu'au fond, à côté de ce mécanisme de suppression de tumeurs, qui est quelque chose d'intrinsèquement extrêmement favorable, puisqu'on va bloquer le développement des tumeurs dans l'organisme, eh bien, l'inflammation chronique, l'angiogénèse, la prolifération cellulaire, la promotion de l'invasion vont avoir un côté défavorable dans le cancer, et donc la sécrétion du SASP par des cellules sénescentes dans un cancer déjà établi, en fait, va être une contribution négative à l'évolution de ces cancers. Et ça, on peut même le disséquer finalement au niveau des interactions entre une tumeur et son stroma qui vous sont représentées ici. Donc ça, l'importance du stroma est très grande dans les tumeurs épithéliales. On va avoir un mélange de cellules transformées qui vous sont représentées ici en brun, et puis de cellules normales, non mutées, infiltrantes. Vous voyez ici des granuleux, des macrophages, des cellules inflammatoires. Il y a tout un dialogue qui va s'instaurer entre ces deux populations cellulaires, dialogue dans lequel le fait qu'un certain nombre de cellules deviennent sénescentes vont faire qu'elles vont envoyer des signaux, vous voyez, IL-8, CSF1, signaux qui vont recruter ces cellules stromales, recruter ces cellules inflammatoires et qui vont les rendre elles-mêmes sénescentes. Et comme elles vont devenir sénescentes, elles vont relarguer un certain nombre de médiateurs qui vont d'une part contribuer à relancer la prolifération de la tumeur comme des facteurs de croissance, et puis qui vont également contribuer à l'angiogénèse en recrutant des cellules vasculaires, qui vont contribuer à la mobilité de ces cellules en digérant la matrice extracellulaire. Et l'ensemble de ces messagers représentés ici, vous voyez IL-8, VEGF, PDGF et autres, relargués par le stroma, va au fond aggraver l'évolution de la tumeur. Et donc il y a, encore une fois, dans ces relations entre sénescence et cancer, qu'on verra en détail dans le dernier cours, du yin et du yang, avec des aspects qui sont au fond favorables au départ, au moment de l'établissement du cancer, mais qui deviennent extrêmement défavorables par la suite, et qui peuvent être un facteur de complication important lors du traitement. Alors, quelle est cette signalisation qui vous est là? C'est pour les étudiants aussi remarquablement résumée dans un papier de Cell récent. Eh bien, on va retrouver un certain nombre des facteurs que l'on a déjà connus, en particulier l'activation du DNA damage, l'activation des cascades de kinase, également la voie Notch dont on va toucher un mot, et un des grands relais, au fond, c'est la voie NF-κB, qui est là aussi une voie, un facteur de transcription extrêmement important, l'un des facteurs de transcription maître de la réponse au stress, impliqué, comme on le verra aussi, dans le développement de certains cancers, et qui apparaît comme un relais central pour contrôler l'activité de ces gènes qui font le SASP. Alors, il y en a d'autres qui sont également importants, dont on ne parlera pas en détail, comme le facteur GATA4, le facteur CEBP-bêta. Donc, il y a une régulation d'expression génétique codée par des facteurs de transcription bien connus pour leur rôle dans le développement et qui vont donc orchestrer l'expression de ces facteurs solubles, au moins en partie par NF-κB. Alors, vous voyez tout de suite une complication. Au moins ceux d'entre vous qui êtes au premier rang, c'est que
la transcription de ces gènes de SASP, ils vont être en partie bloqués par P53. Ce qui peut paraître un peu étonnant, puisque je vous ai dit que P53 était un des activateurs essentiels de la sénescence. Et donc, il y a des vagues successives de signalisation dans lesquelles certains facteurs vont être agonistes puis antagonistes. Et donc, dans certains modèles, on sait très bien que l'activation de P53 va au moins transitoirement bloquer l'expression de ces gènes. Alors, NF-κB, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une voie qui a été décrite initialement dans les cellules lymphoïdes comme contrôlant l'expression d'un certain nombre de gènes, et en particulier des gènes de chaînes légères des immunoglobulines. C'est une voie centrale de réponse au stress. Et c'est une voie qui est intrinsèquement oncogénique, et en particulier dans les lymphomes, donc dans les cancers des lymphocytes, on connaît toutes sortes de mutations qui vont concourir à l'hyperactivation de cette voie, et qui sont des mutations maîtresses oncogéniques. Et ceci va permettre donc une activation basale maximale de cette voie NF-κB. Alors on verra que c'est une des toutes premières voies qui va concourir à l'expression donc de la sécrétion de ces gènes SASP après l'arrêt du cycle, et au moins dans certains cas on sait que ceci est médié par le facteur de transcription GATA4 qui est habituellement dégradé par une voie qui dépend de l'autophagie et qui va être bloquée par la réponse à l'ADN, les réponses de dommage à l'ADN. Et donc l'autre chose qui est tout à fait claire, c'est que, un peu comme P53, NF-κB, c'est un régulateur maître. Et comme tous les régulateurs maîtres, il va recevoir toutes sortes de signaux qui vont être des signaux régulateurs de très nombreuses sources de signalisation différentes qui vont être intégrées à la fin par cette signalisation NF-κB. Et cette signalisation NF-κB, elle est non seulement un point de convergence entre des signaux différents, mais elle va également être un point d'amplification, puisqu'on va voir qu'il y a un certain nombre de rétrocontrôles positifs qui vont permettre une hyperactivation de cette voie NF-κB dans ces phénomènes de sénescence. Alors, très schématiquement, comment est-ce que ça marche? Eh bien, on a des facteurs de transcription qui, sous forme de complexes hétérodimériques, vont se fixer sur les gènes cibles. Et sans entrer dans les détails, parce que ce sont des choses extrêmement complexes, et avec d'innombrables variantes, des membres de la famille des TNF ou des cytokines vont être capables d'activer un certain nombre de relais qui vont ensuite faire intervenir à la fois des phénomènes de protéolyse, avec des dégradations sélectives de certains régulateurs, et en particulier une dégradation sélective d'inhibiteurs de ces protéines qui vont garder les facteurs de transcription dans le cytoplasme, ce qui vous est représenté ici. Et donc si on dégrade la protéine P105 qui séquestrait REL ou REL-A dans le cytoplasme, on va permettre ensuite la migration de ces protéines vers les noyaux. Il y a des voies canoniques et des voies alternatives, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais l'activation de cette voie peut se voir extrêmement simplement par des approches d'immunofluorescence qui vous sont représentées ici, dans lesquelles on regarde la protéine REL-A qui, à l'état de base, est cytoplasmique, donc elle est séquestrée dans le cytoplasme, elle est inactive. Et si on traite avec un activateur comme le TNF, par exemple, qui va donc agir sur ce récepteur ici, eh bien, on va activer toute cette cascade. Donc, cascade qui est une cascade, encore une fois, assez largement fondée sur la protéolyse, sur la dégradation protéique, et également des modifications par les peptides SUMO dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, on retrouve 15 minutes après, donc c'est extrêmement rapide, la protéine, cette fois-ci à l'intérieur du noyau. Et donc, la protéine, maintenant, va être fixée sur ces gènes cibles et va permettre l'activation des effecteurs de la réponse à cette protéine. Et puis, comme toujours dans les systèmes de régulation de la transcription, eh bien, on va avoir des phénomènes de rétrocontrôle négatifs. Et donc, l'un des rétrocontrôles négatifs, c'est que parmi les cibles de NF-κB se trouve une protéine qui s'appelle IκB, qui est justement un inhibiteur cytoplasmique. Et donc, vous voyez qu'après
après un petit moment, on va avoir une synthèse de l'inhibiteur, et l'inhibiteur, lui, maintenant, va reprendre l'effecteur et séquestrer à nouveau l'effecteur dans le cytoplasme, bloquant ainsi cette signalisation. C'est tout à fait analogue à ce que nous avions vu l'an dernier pour le couple P53-MDM2, dans lequel vous vous rappelez que l'ubiquitine ligase qui dégrade P53 est une cible de P53 et qui va permettre donc d'avoir une activation très transitoire de cette signalisation P53. Eh bien, il en est exactement de même pour la signalisation NF-κB. Alors, là aussi, un papier historique, en particulier pour les étudiants dans l'audience. Même modèle, c'est la même équipe à vrai dire, même modèle, on surexprime très fortement RAS-V12, où on traite avec de la chimiothérapie et on regarde la protéine P65, un des membres du complexe dont nous avons parlé tout à l'heure. Et vous voyez que cette protéine qui était à l'origine séquestrée dans le cytoplasme, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, elle va passer dans le noyau, aussi bien avec RAS-V12 qu'avec de la chimiothérapie, comme de l'étoposide. Et ce qu'on voit dans ce modèle, eh bien, ça, ce sont les contrôles positifs. On va avoir une activation de P53, de P16, de P15, ce que vous voyez ici, donc fortement surexprimé dans des cellules qui ont été transduites avec cet oncogène activé. Et puis, on a également une phosphorylation de P65 qui va être un passage à la forme active de cette protéine, surexpression aussi de P16. Donc, la sénescence va s'accompagner très rapidement de l'activation de cette voie NF-κB. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec l'activation de cette voie NF-κB? Eh bien, de manière attendue, on va avoir, ça ce sont des analyses de transcriptome, donc on va mesurer l'activation, l'expression d'un certain nombre de gènes cibles. Plus la couleur est rouge, plus le niveau est fortement exprimé. Et vous voyez qu'on a là tous les contrôles, donc là on n'a pas de transduction de RAS, donc ces cellules vont bien. On introduit RAS et vous voyez que tout ce bloc d'interleukines qui participe donc au SASP va être massivement induit. Et le fait que cette induction massive de ces facteurs est liée à l'expression de P65 va être démontré par l'utilisation de shRNA, donc qui vont permettre de bloquer l'expression de ces gènes, comme vous le voyez ici. Quand on a expression de ces shRNA spécifiques contre P65, on n'a plus de P65. Et quand on n'a plus de P65, eh bien, on maintient quand même l'induction de sénescence. Vous voyez qu'on a toujours une activation de P53, on a toujours une induction de P16, on a toujours l'expression de RAS, mais par contre, la sécrétion de ces facteurs solubles, elle, a été complètement abolie, démontrant donc que c'est l'activation de NF-κB par l'intermédiaire de ce facteur P65 qui est responsable de la sécrétion de ces facteurs. Alors, est-ce que cette sécrétion de ces facteurs de SASP participe à la sénescence? Eh bien, en fonction de ce que je vous ai dit précédemment, on peut l'imaginer, puisque je vous ai dit qu'il y avait une action autocrine de ces facteurs qui allait agir directement sur les facteurs, sur les cellules qui les ont produites, pour favoriser encore plus l'induction de la sénescence. Et donc, ce que ces auteurs ont fait, c'est qu'ils ont utilisé un certain nombre d'artifices de génie génétique qui vont permettre soit de supprimer P53, soit de supprimer P65. Donc vous voyez que si on a une suppression de P65 seul, on n'a plus de protéines. Si on a une suppression de P53 seul, on n'a plus de protéines non plus. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'au fond, il y a une coopération entre l'activation de NF-κB par l'intermédiaire de son effecteur P65 avec P53. Et si on supprime que P53 ou que P65, eh bien, on a toujours un arrêt de cycle. Ici, c'est l'incorporation de nucléotides qui est mesurée. Donc, la synthèse d'ADN s'arrête. Mais par contre, si on supprime à la fois P65 et P63, c'est l'effet combiné ici qui vous est représenté. Là, on va bloquer l'induction de la sénescence, donc démontrant
Et la même chose vous est montré ici avec l'activité bêta-galactosidase. Si on supprime et P53 et P65, on va avoir une abolition, au moins partielle, de l'induction de la sénescence. Et donc ceci vous démontre qu'au fond, on n'a pas seulement un effet à distance dans ce modèle-là, on a également un mécanisme d'amplification et que la sécrétion de ces médiateurs de type SASP va participer à l'induction et à la solidification, en fait, de rendre irréversible l'induction de la sénescence par ces boucles d'auto-amplification qui vont être donc de nature autocrine. Donc ça, c'est ce qui se passait en cas d'induction, d'activation de la voie RAS. Et ce que ces auteurs ont pu étudier ensuite, c'est également l'effet de la chimiothérapie dans les tissus normaux. Et donc ça, ce sont des études faites in vivo. Sans entrer dans les détails, on a de la chimiothérapie ici qui est marquée de l'endoxan, qui est présente ou absente. Et puis les auteurs ont utilisé un système d'extinction de gènes inductible par un messager chimique qui s'appelle la doxorubicine. Donc vous voyez que doxycycline, pardon. Et avec la doxycycline, on va éteindre l'expression de P65 et donc on va pouvoir avoir le contrôle du rôle de P65 lorsqu'on induit le traitement avec de la doxycycline. Et ce que vous voyez ici, c'est que bien sûr, ça c'est le témoin positif. Ce témoin positif vous montre que l'induction de ces cibles de NF-κB est bien entendu induite par la chimiothérapie. Donc ici, on passe en rouge, la chimiothérapie va induire ce SASP et que l'induction de ces cibles de SASP est entièrement dépendante de P65, puisque si l'on annule l'expression de ce facteur de transcription, vous voyez qu'on perd complètement l'activation des cibles. Et il en est de même pour le cycle cellulaire. Vous voyez que l'arrêt du cycle cellulaire induit par la chimiothérapie nécessite, encore une fois, dans ce modèle-là, P65, il nécessite cette sécrétion paracrine du SASP, puisqu'on la perd complètement si on perd P65. Il en est de même pour la réplication de l'ADN, il en est de même pour la réplication de l'ADN. Et par ailleurs, ce que ces études montraient aussi, c'est que l'attraction, le recrutement des cellules immunitaires, et en particulier des cellules qu'on appelle NK, va nécessiter cette induction de la voie NF-κB. Donc ça, c'était dans des tissus normaux. Et au fond, est-ce que ça sert à quelque chose dans la réponse antitumorale? Eh bien, c'est ce qui vous est représenté ici et qui est une introduction à ce que nous verrons dans le dernier cours. Vous voyez qu'on a ici un modèle de tumeur expérimentale. Cette tumeur expérimentale va répondre à la chimiothérapie, c'est la ligne noire. Donc, s'il n'y a pas de traitement, les animaux meurent tout de suite. Si on fait un traitement par chimiothérapie, on va prolonger considérablement la survie. Eh bien, cette prolongation de la survie nécessite P65, puisque si on supprime donc l'activation des gènes NF-κB, si on supprime cette signalisation de type SASP, vous voyez qu'on a un effet d'accélération de la mort, et donc on va en fait supprimer en partie l'effet de la chimiothérapie, ce qui est montré également par des mesures simples et objectives du poids de rate. Vous voyez que dans ce modèle-là, au moment du sacrifice, on a en présence de chimiothérapie et de P65 un effet antitumoral puisque le poids de la rate est normal. Si par contre on supprime la réponse NF-κB, on va avoir un très grand développement tumoral qui, bien entendu, explique l'activation de la mort. Et donc ce premier élément du PULSE, qui a été publié il y a une dizaine d'années, montrait donc, vous voyez, un effet double, à la fois de la nécessité de cette réponse NF-κB à l'induction de la sénescence, mais également un obstacle à la réponse thérapeutique. Alors il existe toutes sortes de boucles d'amplification. Donc ça, je vais vous épargner les détails, hein. C'est une représentation simplifiée de la transduction du signal par NF-κB. Vous voyez, comme je vous l'avais dit, qu'il y a d'innombrables afférences, d'innombrables points de régulation.
Ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que ces effecteurs ici, le TNF-alpha, le TGF-bêta, l'IL1-bêta, ce sont des cibles d'NF-kappa-B. Et donc, on va avoir une boucle d'auto-amplification positive, le SASP comportant justement tous ces facteurs qui vont renforcer donc l'activité de cette boucle de signalisation et renforcer donc l'activité prosénescente de ce facteur. Alors, cette signalisation NF-kappa-B, vous l'avez compris, elle est absolument centrale dans la réponse au stress. Elle va bien entendu varier suivant les types cellulaires. Et suivant les types cellulaires, on va avoir toutes sortes de réponses qui vous sont schématisées ici et qui sont des réponses qui participent également à cette signalisation par le SASP, renforçant encore une fois le fait qu'une cellule sénescente, ce n'est pas simplement une cellule qui s'arrête de pousser, c'est une cellule qui envoie des messages de détresse et que ces messages de détresse sont au fond beaucoup plus importants probablement que le fait qu'elle s'arrête de pousser. Donc des molécules d'adhésion. Ces molécules d'adhésion vont jouer, dans le cas des tumeurs, sur le contrôle de l'invasion, le contrôle de la métastase. Des chémokines, et en particulier l'IL-18, qui vont contrôler l'angiogénèse. Tout un jeu de cytokines, les grandes cytokines majeures, IL1, IL2, IL6, IL8, TNF-alpha, qui vont induire cette réponse inflammatoire de l'ensemble de ce tissu soumis à la sénescence, mais qui vont également pouvoir avoir, suivant les types cellulaires, un rôle de prolifération. Chose extrêmement importante, qui sont des régulateurs du cycle cellulaire pour renforcer et bloquer encore l'activation du cycle, mais aussi contrôler la survie cellulaire avec des membres de la famille BCL2 et toute une série de facteurs anti-apoptotiques. Et vous vous rappelez que dans le cours de la semaine dernière, je vous ai expliqué que spontanément, une cellule sénescente, c'est une cellule qui ne meurt pas. Elle ne meurt que quand un lymphocyte ou une cellule immunitaire vient l'attaquer, mais spontanément, en fait, c'est une cellule qui est extrêmement résistante à la mort, et c'est ce qui fait qu'elle va pouvoir perdurer dans un certain nombre de circonstances. Et en ce qui concerne le système immunitaire, on va avoir toutes sortes d'activités immunitaires, avec le recrutement des granuleux, l'activation des macrophages vers une polarisation M1 en particulier, la maturation des cellules dendritiques, et puis des effets multiples sur l'immunité dépendante des cellules T, avec la différenciation de cellules T inflammatoires, par exemple, l'activation des cellules mémoire et autres. Donc vous voyez une image extrêmement pléiotrope avec des effets multiples, et vous comprenez bien que ces effets multiples, bien entendu, ils vont être très variés d'une tumeur à l'autre, d'une situation à l'autre, d'un type cellulaire à l'autre. Alors, cette signalisation SASP, elle va également varier dans le temps, puisqu'il y a un aspect dynamique, et cet aspect dynamique, il est de découverte assez récente. Ce sont vraiment les travaux de ces 5 dernières années qui ont montré qu'il y avait au fond des vagues successives de signalisation qui se succèdent, et évidemment, suivant le moment où on va regarder cette induction de sénescence, on va voir des signaux différents, avec des rôles importants au départ de la signalisation TOR, donc la synthèse protéique, NF-kappa-B, TGF-bêta dont on a déjà parlé, CBP-bêta qui arrive plus tard, et également la signalisation Notch. Et donc cet aspect dynamique fait que quand on veut décrire ces phénomènes de sénescence, eh bien, il faut faire très attention du temps auquel on va regarder, parce que suivant le moment où on se place, on peut avoir des effets tout à fait différents, avec des relais multiples et encore une fois des boucles d'auto-amplification différentes qui vont se succéder au cours du temps. Alors voilà ce à quoi peut ressembler une vue intégrée provenant d'une revue récente sur cette signalisation SASP, avec au fond les effecteurs finaux sur les gènes principaux qui sont représentés ici en bas. Donc on a ce complexe NF-kappa-B dont on vient de parler, qui peut être activé entre autres par l'interleukine 1. On a également la signalisation interféron, qui va jouer un rôle important, en particulier, mais pas seulement dans la réponse
à l'interleukine 6 ou la réponse au complexe SIGAS. Et puis également la voie Notch, dont on va parler dans un instant, qui est une voie extrêmement importante dans le développement, qui explique probablement une partie de cette sénescence régulée dans le développement et qui va conduire à l'activation de ces gènes cibles. Et puis toute une série de boucles de relais d'activation qui vont finalement donner... On parle souvent de l'orchestration de cette réponse SASP. Je crois que c'est un assez bon terme. On va avoir des vagues successives, des renforcements successifs qui vont conduire à la variabilité de cette réponse dans le temps et dans l'espace. Donc, pour finir, pour aujourd'hui, je voulais toucher quelques mots de cette voie Notch qui a été très impliqué en particulier dans la réponse au TGF-bêta dans le cas de la sénescence liée au développement embryonnaire. Donc la voie Notch, c'est une voie clé de l'embryogenèse qui va avoir des effets multiples et qui sont extrêmement dépendants du contexte. La régulation Notch va pouvoir, dans un tissu, être pro-proliférative, dans un autre tissu pro-sénescente, dans un tissu être pro-différenciant, dans un autre tissu être le contraire. Signalisation de proximité essentiellement par des contacts cellulaires, cellule à cellule, puisque les récepteurs qui vont recevoir les ligands de Notch doivent directement interagir avec les ligands, mais les ligands ne sont pas des ligands solubles, ils sont portés par une autre cellule, et donc ce sont des contacts cellule-cellule qui vont mettre en route cette signalisation Notch. Alors après, c'est aussi une signalisation assez compliquée. Une fois la jonction faite entre les ligands et les récepteurs, il va y avoir un clivage d'une partie de ce récepteur qui va permettre l'internalisation donc d'un fragment protéique qui va transformer, là encore, un complexe répresseur en un complexe activateur et conduire à l'activation d'un certain nombre de ces gènes cibles. Et dans certains modèles, comme dans la sénescence induite par RAS, on a pu montrer qu'il existait deux vagues finalement. Une première vague qui était marquée par cette cascade TGF-bêta et fragment intracellulaire de Notch, qui va être responsable d'une première vague de signalisation, et qui en fait a un effet transitoirement négatif sur la deuxième vague qui, elle, est plutôt dépendante de NF-kappa-B, de l'IL1, avec là encore, vous voyez, des phénomènes d'auto-amplification qui vont produire ensuite des interleukines 6 et 8, là aussi, qui vont s'auto-amplifier. Et donc, il a été décrit deux vagues successives de signalisation, la première dépendante de Notch et la suivante, donc dépendante de NF-kappa-B. Alors, peut-être pour finir, sur ces inductions de sénescence, découverte tout à fait récente, qui est l'induction de ce système récemment décrit, qui s'appelle SIGAS, dans lesquels des molécules d'acide nucléique cytoplasmique, et vous savez que la présence d'acide nucléique dans le cytoplasme est quelque chose de complètement anormal, c'est souvent le signe d'une infection virale, mais pas seulement, ça peut être également lié à la sénescence, et donc la présence de ces fragments d'ADN cytoplasmique va conduire à la dimérisation de cette protéine qui va fabriquer donc ce médiateur soluble qui est dérivé des nucléotides, qui va activer donc un second complexe qui s'appelle STING et qui va induire très fortement la voie interféron. Et donc ce système, qui est un système de défense primitif contre les infections virales, mais également la fragmentation du noyau. Vous vous rappelez que dans le premier cours, je vous ai dit que la fragmentation du noyau pouvait être une des phases relativement tardive de la sénescence. Et donc, ces micronoyaux vont libérer de l'ADN d'origine nucléaire dans le cytoplasme et activer cette voie qui va donc renforcer la sénescence. Ça peut également être le résultat de défauts de fonction mitochondriale avec libération donc d'ADN mitochondrial qui là aussi va activer cette cascade. Et cette cascade a une particularité, c'est que ce médiateur, donc, qui est un nucléotide cyclique, est tout petit et il va donc pouvoir diffuser directement dans les cellules voisines.
Et donc on va pouvoir avoir une induction de sénescence finalement à l'échelle d'un épithélium, simplement par diffusion directe des médiateurs de cellule à cellule, sans même passer par la membrane, sans même passer par de la synthèse protéique. Et donc cette cascade, qui vous est également représentée ici, va activer très fortement la voie de l'interféron bêta et les médiateurs de l'interféron bêta, et induire donc cette cascade de SASP. Et donc ceci, au même titre que la voie NF-kappa-B, cette voie de réponse à l'interféron va participer de manière extrêmement forte et extrêmement efficace à la transduction de ces signaux SASP et à l'extension de la sénescence, à la fois par un mécanisme autocrine sur la cellule elle-même pour la rendre encore plus sénescente, et en particulier la mettre dans un état où elle ne soit plus capable de revenir en arrière, mais également d'agir sur des cellules voisines à proximité. Voilà, écoutez, je crois que je vais m'arrêter ici aujourd'hui, et donc dans le cours prochain, on parlera d'un troisième mode de déclenchement de la sénescence, qui est l'altération des mitochondries, et on va voir comment est-ce que les désordres mitochondriaux vont également conduire à une sénescence, mais qui est une sénescence particulière, qui n'implique pas cette fois-ci la voie NF-kappa B, mais qui va impliquer d'autres voies. Merci beaucoup, et à dans 15 jours.